quadrature du cercle, un enseignant retraité dans le Gers affirme avoir trouvé, après des années de recherche, une solution géométrique fiable au célèbre problème, réputé insoluble depuis plus de 3500 ans. En ce samedi 6 décembre a été entendu dans la maison des Camilleri un immense eureka de joie et de soulagement. En effet, Jean-Luc Camilleri, 67 ans, retraité de 2 ministères, Défense et Éducation nationale, vient d'achever la mise au propre de sa 9e et finale résolution du célèbre problème de la quadrature du cercle. Jean-Luc Camilleri, depuis quand vous intéressez-vous à cet énoncé de problème ? Je crois comprendre qu'avant cela, vous avez mis au point 8 autres réponses. La question de la quadrature du cercle me hante effectivement depuis l'enfance. Et je crois que c'est un peu elle qui m'a poussé, dès l'adolescence, en dehors des chemins battus. Vous le comprenez donc, je suis un esprit libre. Je n'ai ni tabou, ni a priori, ni croyance, ni certitude, du moins pour ce qui concerne ce terrestre monde. Et je me remets en question à chaque instant. Ainsi, dans le domaine de la chanson, c'est tout naturellement le nom de Georges Brassens qui me viendrait à l'esprit. J'ai produit des vidéos de ces résolutions que le public peut facilement retrouver sur ma chaîne YouTube JLC Brainstorming. Dans la première, purement spéculative et dans un esprit très sci-fi, je projetais sur un plan euclidien sur Terre une figure issue d'un espace-temps donné et une autre figure issue d'un autre espace-temps telle que ces deux figures, à un instant T, seraient l'une un cercle et l'autre un carré qui en ferait la quadrature. Ça semble un peu tiré par les cheveux, non ? Oui, je l'admets bien volontiers. D'ailleurs, les commentaires de mathématiciens et d'astrophysiciens m'ont cloué au pilori. Ma solution 2 était moins farfelue. Elle était mathématique et informatique. J'ai démontré que C égale R, facteur de 1 plus sinus alpha, et qu'il existait un angle alpha idéal, tel que alpha égale A sinus de racine de pi moins 1. Angle idéal que j'ai nommé par la suite angle JLC. Plus par nombrilisme que par mégalomanie, remarquez. Mais à partir de cette solution 2, les mathématiciens ont arrêté de m'informer qu'il fallait laisser les mathématiques aux mathématiciens. Et certains se sont même avoués bluffés. Je vois les mathématiques, mais et l'informatique alors ? Eh bien, elle apparaît sous la forme d'un algorithme, par exemple en utilisant la formule de la moyenne arithmético-géométrique de deux nombres, basée sur une étude de Gauss qui, en même temps qu'il avance dans le calcul des décimales de pi, me permet d'avancer tout également dans celui des décimales de alpha, grâce à ma formule de calcul de mon angle JLC. Bon, je crains que beaucoup de nos lecteurs, tout comme moi d'ailleurs, ne se sentent un peu perdus. Et pour vos autres résolutions alors, avez-vous dû utiliser la pierre philosophale ? Ah, ne me lancez pas sur le sujet de l'alchimie. Voyez-vous, spiritualité et technologie sont les fondements de ma vie, de mes études et de mes romans, tels Ça recommence ou L'oreille d'Aton, disponibles par ailleurs sur la plateforme Amazon. Mais pour répondre à votre question, mes résolutions suivantes utilisent des symboles très anciens, tels que le triskel, les Bretons connaissent bien ce symbole, que j'utilise par exemple dans ma solution 5. Dans la 6, j'utilise le calcul du nombre d'or, omniprésent dans la nature, comme dans les plans d'architecture d'ailleurs de 2 maisons que j'ai designées. Puis, dans ma résolution 8, j'utilise la suite de Fibonacci dans mon tracé. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, j'avance en précision dans la valeur de pi, résultante du rapport final des aires du cercle de départ et du carré obtenu selon la méthode utilisée. Et votre récente résolution, cher Camilleri, la 9, que vous avez aussi définie comme finale, et pour laquelle vous avez poussé un retentissant Eureka, qu'en est-il ? En effet, mon cri signifiant « j'ai trouvé » du grec ancien aurait été produit par Archimède lors de la pesée de la couronne du roi Hiéron II
au IIIe siècle avant notre ère. Je réfléchis à beaucoup de sujets durant mon sommeil, et depuis quelque temps, je visualisais un faisceau de figures géométriques simples, identiques, autour d'un carré. Dans la journée, j'ai pris un crayon et dessiné finalement diverses esquisses de triangles, de carrés, pour finalement parvenir à une grille symétrique portant des cercles. Au début, ces cercles étaient tous identiques et je ne voyais pas comment extraire un carré équivalent dans ce dessin. C'était trop simple et trop symétrique. Il manquait quelque chose. Et puis, une nouvelle nuit, je réussis à visualiser une construction géométrique extrêmement plus subtile et complexe. Et en effet, je n'utilisais que des cercles dans cette nouvelle approche, mais de 2 dimensions distinctes. Là était la solution. Je trace une première droite supportant 3 cercles identiques qui se croisent régulièrement, puis je trace une seconde droite venant couper la première en des points clés et portant, elle, 2 cercles seulement et de rayons inférieurs au précédent. Si vous voulez, je glisse subtilement d'un paradigme à un autre, ou, comme dans ma première résolution, d'un espace-temps à un autre. Les différences essentielles avec mes précédentes résolutions, c'est un dessin purement géométrique, n'utilisant qu'un compas et une règle non graduée, aucun angle magique et surtout aucune interaction de pi et de sa redoutable et infinie approximation. Voilà pourquoi j'ai crié Eureka. Grâce à cette interview que vous avez la bonté de m'offrir, vous actez en fait l'existence du fétu de paille que je suis, et qui ainsi a pu produire une lueur par réflexion de quelques heureux rayons du soleil bas à l'horizon de cet hiver 2025. C'est très poétique ce que vous venez d'évoquer. Sympa. J'ai commencé ma carrière d'écrivain, enfant, en couvrant les pages de mon petit carnet de prose et de rimes. Maintenant que notre journal a choisi de vous donner la parole, et comme vous l'avez précisé, acte de fait l'existence de votre découverte, sans par ailleurs préjuger de sa valeur ou de sa validité. Je suppose que vous attendez maintenant avec impatience de savoir quel sera le verdict des sachants que vos pairs vont vous réserver. Oui, bien sûr, c'est comme lorsque j'ai soumis mes livres à des maisons d'édition. J'attendais le verdict des comités de lecture. J'ai d'ailleurs reçu de nombreux contrats, tant pour mes textes en français qu'en anglais, car j'ai pris l'habitude, il y a longtemps, de traduire tous mes textes en anglais. Mais j'attends de rencontrer une vraie maison d'édition, c'est-à-dire qui fasse son boulot d'éditeur, édité sans aucun frais pour l'auteur. Personne ne m'a payé mes milliers d'heures passées à l'écriture de mes livres. Comme je leur réponds chaque fois, l'écrivain écrit, l'éditeur édite. Soit ils aiment mes livres, soit ils ne les aiment pas. De plus, je n'attends pas après des royalties pour vivre. J'ai passé ces 3 dernières années à écrire non-stop. Et j'ai écrit 4 livres, 2 romans, un guide pratique d'homéopathie uniciste, ainsi qu'une compilation de petites histoires érotiques. Comme vous le voyez, aucun sujet n'est pour moi tabou, et je suis curieux de tout. C'est pourquoi, en filigrane de ma vie, je n'ai jamais cessé d'étudier. J'ai encore, à 67 ans, beaucoup de notions à étudier, et je veux que mon prochain roman soit une synthèse ultime des connaissances que j'ai accumulées au fil des décennies, toujours en termes de spiritualité et technologie. Pour conclure, mon cher Camilleri, quelle suite allez-vous donner à votre démonstration et quel message souhaiteriez-vous passer à nos lecteurs ? Le jour même de la parution de notre article, je vais mettre en ligne sur ma chaîne YouTube la vidéo de ma démonstration, étape par étape, en bilingue français-anglais, en attente de commentaires de tous ceux qui le voudront bien, et je les en remercie de tout cœur.